Bonjour, mon nom est Sylvain Grisot, je suis urbaniste et fondateur de Dixit.net. On échange aujourd'hui avec le sociologue Renaud Epstein. Il collectionne depuis des années des cartes postales de quartiers de grands ensembles pour garder trace de ces espaces urbains soumis à d'intenses transformations depuis une vingtaine d'années. C'est une page oubliée de l'histoire de ces quartiers qui émerge de son ouvrage intitulé On est bien arrivé, qui réunit quelques-unes de ces photos. Mais c'est surtout une toute autre image de ces quartiers qui apparaît au travers de cette série de cartes postales. Celle de quartiers tout neufs, appréciés par leurs nouveaux habitants. Retrouvez toutes nos publications et abonnez-vous à ce podcast sur dixit.net. Et bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public n'a peut-être voulu voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Renaud Epstein, bonjour. Bonjour. Alors Renaud, tu es sociologue, spécialiste de la politique de la ville et des politiques urbaines et professeur à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Alors je suis un peu ton travail de recherche, un peu je dois avouer, mais surtout ton fil Twitter, sans doute depuis pas mal de temps, plusieurs mois, mais sans doute plusieurs années déjà, et tous les jours il égrène une photo de carte postale de grands ensembles, souvent jaunis par le temps. Et toujours titré très sobrement un jour, une ZUP, une carte postale. Alors on verra, c'est pas toujours des ZUP, c'est parfois des axes, c'est parfois autre chose. Mais surtout, il n'y a jamais de commentaires. À part le lieu, on n'a pas de commentaires de l'auteur et les choses s'égrènent. On a même l'impression d'avoir une forme de robot qui publie comme ça et qui pourrait continuer de publier pendant des millénaires une image tous les jours. Alors, sans doute pas, parce qu'il y a quelques variations sur le même thème. Il me semble même avoir aperçu des cartes ukrainiennes récemment. Il y a des variations de localisation, mais que ça. Donc on a quelque chose d'extrêmement froid et en même temps qui donne une image extrêmement chaude de ces quartiers, de ces grands ensembles sur lesquels on pose souvent un regard beaucoup plus critique, questionnant, voire beaucoup plus. Alors cette collecte a donné lieu très récemment à un livre intitulé On est bien arrivé, un tour de France des grands ensembles. On comprend bien le un tour des France de grands ensembles, faudra que tu nous expliques le On est bien arrivé, autour duquel évidemment on va pouvoir échanger aujourd'hui. Mais d'abord je voudrais commencer par ces cartes, cette collecte. Voilà, tu es sociologue avant d'être collectionneur, mais comment es-tu devenu collectionneur de ces cartes postales? Je suis devenu collectionneur en étant sociologue. Et plus précisément, quand j'ai fini mes études, quand je faisais mon mémoire, alors à l'époque on disait un mémoire de fin de DEA, je travaillais donc là sur le quartier des Trois Ponts à Roubaix. Je faisais une enquête sur ce qui était à l'époque une politique de développement social des quartiers, donc l'ancêtre de la politique de la ville. Et entre deux rendez-vous, je dois attendre parce que une heure de battement. Je vais donc dans le bar tabac PMU du quartier, à l'époque où il y avait encore des bars tabac PMU dans les quartiers, et je vois au bout du comptoir un présentoir de cartes postales, des vieilles cartes jaunie, joyeuse Pâques, joyeux Noël, et au milieu une carte de la cité. Et il y a quelque chose d'assez dissonant à voir comme ça une carte d'un quartier qui est stigmatisé, qui est considéré comme moche, voire comme une vaste erreur urbanistique, de le voir représenté en carte postale. Et donc j'en prends une, d'ailleurs j'en prends pas une, j'en prends trois, j'en écris deux aux copains, et puis la dernière je la mets dans mon sac au même titre qu'un peu tous les matériaux que je collecte quand je fais une enquête de terrain. Et ensuite, ça pendant
trentaine d'années, 25 ans. Ça fait 25 ans que je travaille sur les politiques dirigées vers les quartiers populaires, et j'ai un peu arpenté toute la France des grands ensembles. Et à chaque fois que je fais un nouveau terrain, je découvre un nouveau quartier, je fais un peu le tour des commerces du quartier, et j'essaye de trouver une carte. Et puis je me suis pris au jeu, et puis chaque fois que je voyais un vide-grenier, une brocante, je m'arrêtais, j'allais fouiner pour en chercher. Progressivement, comme ça, j'en ai accumulé des centaines, puis des milliers. Et puis en 2003, il y a Borloo qui a lancé le programme national de rénovation urbaine. Et d'un seul coup, le lancement de ce programme nous annonçait la démolition programmée de centaines de quartiers. Et d'un seul coup, ces cartes que j'avais accumulées dans des cartons, sans savoir trop d'ailleurs ce que j'allais en faire, elles ont changé de statut. D'un seul coup, ces cartes devenaient les images d'un monde qui était promis à la disparition. Et là, je me suis engagé vraiment dans une activité de collection et de recherche systématique des cartes. J'ai essayé d'avoir une carte de chaque quartier qui allait être engagé dans une opération de rénovation urbaine. J'y suis quasiment parvenu. Et 10 ans plus tard, alors comme j'en avais tellement, ça commençait à prendre vraiment de la place, je savais pas trop quoi en faire, et je n'arrive pas à me souvenir pourquoi, mais j'ai décidé donc de lancer cette série Twitter, cette série quotidienne. Donc ça fait maintenant 8 ans, et cette série a suscité tellement de réactions, de nature d'ailleurs très très diverse, que j'ai perçu là dans la réception de ces images que elles suscitaient elles suscitaient un intérêt, elles suscitaient des émotions, elles faisaient émerger des souvenirs, et finalement ces cartes avaient un statut, et elles pouvaient avoir une fonction qui dépassait ce que j'imaginais initialement. Et c'est donc comme ça que l'histoire de cette remise en circulation des cartes postales s'est amorcée. Oui, donc on a à la fois l'anecdote, tomber sur une carte postale, et en même temps, progressivement, l'accumulation prend sens, mais surtout les réactions, en fait, de ce que je comprends, le matériau et l'attention est autant posée à l'image. La trace de ce qui était peut-être, mais aussi d'un regard à l'époque, que les réactions qu'on peut avoir aujourd'hui face à cette résurgence de l'histoire. Alors, venons-en peut-être au livre, puisque à un moment, ça vient, alors je sais pas si ça vient clore, sans doute pas, mais ça vient en tout cas couronner d'une façon ou d'une autre une réflexion, en tout cas une démarche. Donc c'est un livre qui finalement est l'expression aussi de ce compte Twitter, c'est-à-dire sur lequel le lecteur est face aux images, mais pas que aux images. Les images, mais elles ont aussi un verso, et donc on a des verbatim. Et là, tout à coup, on plonge finalement dans une époque, mais c'est pas que un saut dans le temps, c'est finalement un espèce d'autre lieu, puisque c'est des vies à la fois du quotidien, qui sont souvent très très positives, parfois critiques aussi sur ces quartiers-là, mais en tout cas qui sont très très loin de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, des modes de vie dans les quartiers, et des mots parfois extrêmement forts, et tout ça encadré par 2 textes très courts, très précis, très dense, très synthétique, mais sur lequel on nous laisse seul, j'ai envie de dire, entre les deux, sans même vraiment un plan très structurant, puisque c'est juste un classement géographique qui en va là. Alors comment est-ce qu'on en vient à l'idée de passer, alors je sais pas si c'est de ce fil Twitter ou de ces images ou de ces cartons à un livre, et puis quel est un peu ce parti pris là de laisser le lecteur tout seul face à ces traces du passé? Alors le passage du fil Twitter au livre, d'abord, c'est là encore le produit de la réception, c'est que j'ai très régulièrement, alors sur Twitter, des personnes qui m'interpellaient, faut en faire un livre, voilà. Et je trouvais ça intéressant parce que dans la période que nous vivons, dans laquelle l'image est omniprésente et elle est dématérialisée, cette demande de rematérialisation des images, je trouvais était en elle-même intéressante. Et puis au-delà d'ailleurs des réactions sur Twitter, nombreux acteurs des politiques urbaines que je rencontre dans mes enquêtes me faisaient la même demande. Et puis mon libraire, donc Xavier Caponado du Genre Urbain, qui est un hyper spécialisé aussi sur les questions urbaines. Chaque fois que j'allais dans sa boutique, on en parlait. Il me disait faut vraiment faire un livre. Moi j'avais d'autres projets, j'ai laissé traîner. Et puis un jour, je sais
pas pourquoi. Je dis bah ouais, tiens, ok, si on faisait un livre. Et donc il m'a mis en relation avec un éditeur et Benoît Viraud du Nouvel Attila, et on a eu un processus de construction à trois de ce livre autour de l'idée justement. Il s'agit pas simplement de faire un beau livre d'images. Il s'agit de prendre appui sur ces images qui attirent l'attention, qui suscitent le questionnement, qui suscitent des réactions, qui suscitent des émotions, et de prendre appui là-dessus pour pouvoir raconter une autre histoire. Quand je dis raconter une autre histoire, c'est raconter autrement une histoire qui est très connue. L'histoire des grands ensembles, qui est et au-delà de l'histoire des grands ensembles, l'histoire de la transformation urbaine et sociale de la France des 30 Glorieuses, puisque c'est ça que nous racontent quand même aussi ces quartiers et les cartes, et avec l'idée que ces cartes avaient un double intérêt pour raconter cette histoire. Premier intérêt, c'est d'abord l'image en elle-même, et au regard du discours qui s'est construit depuis 20-30 ans sur ces quartiers, qui est un discours, quand je dis un discours, représentation collective, qui est médiatique, qui est politique, mais qui est aussi produit d'artistes, qui est une image extrêmement sombre, qui finalement nous raconterait que ces quartiers seraient le cœur des problèmes de la société française, et seraient le produit d'une vaste politique qui en elle-même ne serait qu'un vaste échec. Ces cartes nous permettaient, je pense, de décaler un peu le regard, d'amener à interroger ce discours convenu qui s'impose et qui, par ailleurs, a fini par constituer les quartiers comme une sorte de tout uniforme, et comme un problème uniforme, comme si les problèmes qu'on peut rencontrer au Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie, au 4000 à La Courneuve, au Clos du Roi à Vierzon et dans un quartier à Malakoff à Nantes étaient les mêmes. Moi, dans le cadre de mes travaux, je passe mon temps à essayer d'analyser les spécificités de chaque quartier, de rappeler aux acteurs la diversité des enjeux, la diversité des ressources de chaque quartier, et d'essayer de les interpeller pour les amener aussi à construire des politiques territorialisées qui ne seraient pas identiques dans tous ces quartiers. Cette analyse se heurte à la construction d'une représentation uniforme qui, par ailleurs, a conduit depuis une vingtaine d'années à la mise en place de politiques extrêmement standardisées uniformes, notamment la politique de démolition-reconstruction. Et ces images, elles ont au moins une vertu, c'est elles nous montrent que cette représentation uniforme des quartiers, elle n'a pas de sens. Parce que certes, chaque grand ensemble est en lui-même marqué par l'uniformité. C'est un même immeuble reproduit à l'infini. À l'intérieur de l'immeuble, les 2-3 plans de logement reproduits à l'infini. C'est la standardisation à l'échelle d'un quartier. L'uniformité. Mais quand on juxtapose ces images des quartiers, on mesure à quel point ces quartiers sont différents les uns des autres. Il y a une uniformité interne, il y a une extrême diversité externe. Et ces images nous rendent visible le fait que il y a des quartiers qui ont chacun une architecture spécifique, qui ont des dimensions spécifiques, qui ont des formes d'intégration dans leur ville extrêmement particulières. Je crois que cette juxtaposition, et c'est un des effets de la série de ces images, produisent décalage. Donc ça, c'est une première dimension de l'intérêt, je pense, de l'image. Mais au-delà de ça, et à travers ça, nous raconter à la fois l'unité du mouvement, la force du mouvement et du volontarisme étatique des années 50-60 pour transformer la France, mais aussi la diversité de ce qu'il a pu produire. Mais il y a une deuxième dimension dans la carte. La carte postale, elle est recto verso. Et comme moi j'achète des cartes usagées, qui ont circulé, qui ont été écrites par les habitants de ces quartiers, ce verso nous permet un peu d'écrire autrement cette histoire urbaine. Oui. Et dans un contexte que tu rappelles, il me semble en introduction, qui est aussi dire, on est sur une époque, les années 50-60, où l'équipement téléphonique est pas omniprésent, et donc la carte postale a une autre vocation. Hein. Au-delà du mail, il y a aussi pas le téléphone, ou peu le téléphone, et donc on retrouve des messages d'une très très grande banalité. Qui sont vraiment, pour le coup, des témoignages du quotidien, enfin qui sont et d'autant plus intéressants, qui sont des témoignages du quotidien, d'où notamment le titre du bouquin. Oui, tout à fait.
on n'en prend pas la mesure, mais bon, la France a connu pendant un retard en matière d'équipement téléphonique qui s'est vraiment résorbé que dans la deuxième moitié des années 70, et ce qui fait que jusqu'au milieu des années 70, dans une France en urbanisation rapide, où il y avait énormément de migrants de l'intérieur, où les habitants des villes tout au long de 30 glorieuses, c'était avant tout des ruraux déracinés, la carte postale, c'était le moyen de communication le plus rapide et le plus économique qu'il y avait, parce que une lettre, ça coûtait plus cher qu'une carte postale, le tarif des timbres était pas le même. Puis par ailleurs, une lettre, si vous écrivez deux phrases, c'est au franc 100 pour le destinataire. La carte postale, c'est le message, on peut écrire 2 phrases. C'est le format, d'ailleurs, ne laisse pas trop de la possibilité d'écrire plus que 2-3 phrases. Et donc, la carte postale, ça jouait la fonction du SMS d'aujourd'hui. Moi, je suis frappé de voir, en achetant une carte postale, le nombre de cartes postales qui sont envoyées un jeudi ou un vendredi et qui disent, à l'autre bout de la France, et qui disent, on va arriver samedi par le train de 17h23, venez nous chercher à la gare. Ou d'ailleurs, d'autres fonctions SMS, la fonction SMS surtaxée, le nombre de cartes de réponse à des jeux concours qu'on retrouve. Donc, oui, la carte postale, c'était vraiment le moyen de communication populaire utilisé massivement dans la France jusqu'à cette période. Et donc, ça nous permet comme ça d'avoir une sorte de petite plongée dans aussi ce qu'était le quotidien des habitants de ces quartiers au cours de cette époque. Et c'est pour ça, à un moment, je crois que c'est dans l'introduction, je parle à propos de ces cartes postales, d'archives populaires des 30 Glorieuses. Et je pense effectivement que ces cartes postales, elles nous permettent de revenir sur une histoire qui est connue. Il y a d'excellents travaux d'historiens, de sociologues sur l'histoire des grands ensembles, l'histoire de la construction, mais c'est toujours une histoire qui est faite par le haut. C'est l'histoire du ministère, des architectes, éventuellement des maires, qui ont bâti ces grands ensembles et ont construit derrière ça aussi une sorte de grand récit du volontarisme étatique, de l'acte, du geste qui a permis de sortir la France du mal logement, etc. Et d'ailleurs, on l'écrit souvent d'une manière qui est assez, moi qui me pose problème, qui est le passage de l'utopie à la dystopie, de la construction de la cité radieuse à celle de la cité ghetto. Alors que, il me semble que cette histoire, et c'est aussi ça le projet du livre, l'histoire, elle se résume pas à ces 2 bornes. Et puis surtout, les cités n'étaient pas des cités radieuses dans les années 60, qui seraient devenues des cités ghetto aujourd'hui. Dès les années 60, dès leur construction, ces cités donnaient lieu à des discours de la part des sociologues, des architectes, de la presse et des habitants, des discours critiques et des discours de valorisation en même temps. Et aujourd'hui encore, tout au long de la période, hier comme aujourd'hui, ces quartiers suscitent des jugements contrastés. Et à travers cet ouvrage, c'était aussi donné à voir au fil du temps, sortir de cette représentation qui me semble caricaturale et qui n'aide pas à penser les enjeux contemporains en donnant à voir ces jugements un peu contrastés qui ont pu exister tout au long du dernier demi-siècle. Alors, on est bien sur une tranche de vie qui est liée à la fois à cette phase de construction, de développement, cette phase conquérante finalement des grands ensembles, et aussi à cette phase sur laquelle il y a les traces qui sont liées à ce mode de communication particulier, qui est ce SMS posté, qui est la carte postale. Donc avec des éléments extrêmement intéressants. C'est moi j'habite là, où en effet des remarques sur l'architecture qui sont très précoces. Donc c'est pas juste un retournement où on passerait en effet de l'idyllique à la crise. Et en même temps, ça marque aussi cet effet d'accumulation. Il frappe aussi pour ça, parce qu'on a en effet cette diversité. C'est les grands ensembles, c'est les UP, mais les A qu'on voit passer les époques, mais surtout on voit à chaque fois un quartier différent, avec des points communs. Il y a bien une filiation entre eux, très clairement. Il y a un effet d'ensemble et en même temps, c'est plutôt des cousins que des frères. Et l'autre chose qui frappe au-delà de cette diversité, c'est aussi de voir le temps, notamment sur l'espace public, avec des quartiers plutôt secs. Les plantations sont jeunes, et là on voit on réalise tout à coup que ces quartiers-là où on s'y vieillit au sens mûri, on vieillit positivement par bien des égards. Et puis on a cet aspect fierté aussi, fierté, plaisir, rien que dans le fait d'avoir des cartes postales de ces quartiers-là, à tel point
peut se demander si une des politiques publiques que pourrait pousser l'ANRU aujourd'hui, financer l'ANRU, serait une grande campagne de photographie des quartiers pour publier. Alors, je sais pas si ce serait des cartes postales ou une version numérique ou du NFT pour lancer une grande spéculation là-dessus, mais peu importe. Mais en tout cas, on a bien aussi au travers de cette fabrique très populaire, utilisée mais aussi fabriquée de façon massive, on a bien une image qui est diffusée. C'est des quartiers qui parlent d'eux-mêmes finalement au travers de ça. Alors, cette rupture, elle est pas liée que au développement du téléphone. Enfin, cette rupture entre aujourd'hui, entre le milieu des années 70 et aujourd'hui, ou en tout cas ces phases de crise et ces grandes politiques dites de la ville, mais qui ne parlent que de ces quartiers-là. Est-ce qu'on peut quand même revenir sur ces phases-là? Parce que on a face à des immeubles qui étaient là et qui ont subi des regards assez différents selon les époques. Il y a des gens aussi très différents qui les ont habités et on les oublie trop souvent, je pense, dans notamment les regards critiques qui sont pas nécessairement les mêmes. On a des changements de population, on a des phénomènes différents sur les quartiers. Une histoire bien connue, tu disais, je suis pas certain aujourd'hui. Je suis pas certain qu'elle soit si bien connue. Alors évidemment, on peut pas la faire là aujourd'hui dans sa complétude, mais en tout cas peut-être reprendre quelques grandes étapes. Les crises n'arrivent pas tout de suite du tout, et il y a des phénomènes aussi de peuplement, des changements de population qui nous parlent des quartiers, mais qui nous parlent plus globalement de la façon dont on organise nos territoires, la façon dont on les organise sans le vouloir quelque part, ou en tout cas sans le dire parfois. Oui, tout à fait. Alors, on va pas faire là en quelques minutes effectivement cette histoire, mais peut-être poser quelques jalons. Moi, il me semble que les jalons importants, en tout cas du point de vue des politiques urbaines, parce que tout ça s'inscrit aussi dans une histoire longue qui est aussi les transformations plus générales de la société française, mais en tout cas du point de vue des politiques urbaines. Moi, je dirais que le premier jalon important, après, il y a 2 circulaires en 71-73 qui annoncent la fin de la construction des grands ensembles. Alors, peut-être qu'on peut s'arrêter là-dessus. Je l'ai pas retrouvé, je le cherchais ce matin. Alors moi, la circulaire ni tour ni barre que j'ai ressorti il y a quelques mois pour parler des villes moyennes. Et parce que j'avais souvenir qu'on parlait de ville moyenne, c'est-à-dire qu'on a une catégorie administrative, la ville moyenne, qui est donc déjà présente, je crois, en 71, dans laquelle on vient interdire une forme urbaine. Enfin, c'est une décision de l'État qui interdit explicitement une forme urbaine, les tours et les bars. Ouais, alors ça c'est la circulaire 71 de Chalandon qui met fin donc à la construction de ces quartiers dans les villes moyennes parce que ces quartiers viendraient déséquilibrer l'urbanisme de ces quartiers, serait de ces villes, serait à l'origine de processus de ségrégation, etc. Bon, et 2 ans plus tard, la circulaire Guichard, avec ce merveilleux sous-titre ni bar ni tour, qui là dit on arrête la construction, notamment des UB, un peu partout. Faut bien voir que ça arrive 71-73 à un moment où la crise du logement qui était massive au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais qui en fait était endémique en France depuis la deuxième moitié du 19e siècle, cette crise du logement elle a été résolue. On décide d'arrêter parce que la politique des grands ensembles a atteint son objectif. Depuis la crise du logement est revenue, mais il faut bien voir que la justification première de la construction massive, rapide et sous cette forme des grands ensembles répondait à une urgence sociale, à une crise du logement de grande ampleur, dans un contexte il y avait eu les dommages de guerre, il y a le baby boom, il y a l'exode rural, il y a eu ensuite les rapatriés, l'immigration. Il fallait loger massivement et dans de bonnes conditions. Et la construction massive de logement social sous cette forme a permis de résoudre cette question. Donc on arrive en 71-73, il n'y a plus d'urgence à produire massivement. Deuxième temps, extrêmement important et qu'on oublie malheureusement trop souvent, c'est la réforme Barre des aides au logement de 77, le moment où, pour aller vite, on remplace les aides à la pierre par les aides à la personne, et qui correspond à un virage idéologique, avec l'idée que on va solvabiliser la demande, et on va laisser s'exprimer les préférences des ménages et que ça va guider la production de l'offre.
plutôt qu'avoir un État, des DDE, des directions départementales de l'équipement, qui vont dire où on programme la construction, parce que nous, technocrates d'État, on sait ce qu'il faut faire. D'ailleurs, ça, c'est vraiment idéologique. Hein, c'est l'idée que le marché est plus efficace que la planification étatique pour organiser le développement urbain. Et ça va avoir un effet massif parce que ça va inciter en réalité une bonne partie des classes moyennes, on dirait aujourd'hui, de ces quartiers à quitter ces quartiers. Et ça va permettre par ailleurs à toute une série de populations qui étaient tenues à l'écart du logement social, notamment par les bailleurs sociaux, et je pense en particulier aux immigrés, de rentrer dans le logement social. Donc là, ça amorce vraiment une dynamique qui va se prolonger depuis 30 ans, une dynamique à la fois de spécialisation sociale et de spécialisation ethno-raciale aussi des quartiers à mesure de ce qu'on appellerait partout ailleurs dans le monde, mais pas en France, un phénomène de white flight. On est en France, on est colorblind, donc on dit surtout pas ça. Et juste pour finir, dans le prolongement de ça, 77, c'est donc réforme des aides au logement, et 5 ans plus tard, décentralisation. Et donc 5 ans plus tard, on donne à 36 000 décideurs le pouvoir d'urbanisme. Alors qu'ils en ont pas ils en ont les compétences juridiques sans avoir les compétences techniques et politiques, et donc toute une série, des milliers de petits maires de communes qu'on dit aujourd'hui périurbaines, qui voient débouler des promoteurs lotisseurs et qui leur disent bon ben voilà, roi du pétrole, moi si vous changez votre poste, vous permettez l'urbanisation de tel terrain agricole, moi je vous garantis que vous allez avoir vos classes vont rester ouvertes parce que vous allez avoir des nouveaux habitants, vos dotations globales vont augmenter parce que je vous ramène 50, 100, 200 habitants. Et donc la conjonction des deux, solvabiliser la demande des couches populaires moyennes d'un côté et ouvrir à l'urbanisation dans le périurbain, ça a conduit ce double problème, ce problème d'un seul coup. On a créé le problème périurbain d'un côté, et d'un autre côté, on a créé le problème de la paupérisation des grands ensembles périphériques. Alors, moi, c'est vraiment un sujet d'attention, mais je trouve assez passionnant de le voir depuis finalement le grand ensemble, et de voir à un moment comment est-ce que c'est des politiques publiques nationales. Alors, c'est un peu le en même temps de l'époque, c'est à la fois le fait de libéraliser, à la fois sur les choix de forme urbaine, et notamment avec les loges pavillonnaires dès le début des années 70, portées par l'État. Donc on prône une forme urbaine contre une autre, on en interdit une, le grand ensemble, et on fait les loges du pavillonnaire d'un côté. Aussi ce discours sur l'accession à la propriété, une France de propriétaires, donc tout un discours porté par des gouvernements de droite pendant les années 70, mais finalement un décollage à partir des lois Defferre, la décentralisation 82-83, qui crée l'alternative, la capacité d'aller construire dans ce qu'on appellera après le périurbain. Mais ça, vu depuis le quartier, ça veut dire qu'on a finalement une population qui est issue de l'exode rural, qui est issue souvent, alors à la fois d'un déplacement géographique, mais aussi souvent d'un changement de quartier paupérisé, dégradé. Enfin voilà, on sort de la résorption de l'insalubrité en France. On a tous ces grands programmes contre les bidonvilles aussi, qui sont présents, etc., etc. On a cette population-là qui finalement est passée par la case des quartiers, des grands ensembles, et qui va prendre ensuite le chemin, pour ceux qui le peuvent, toujours pareil, ceux qui le peuvent vont prendre le chemin du périurbain derrière. Des grandes dates, des grands changements assez discrets finalement, et vu depuis le quartier par contre, c'est des formes de concentration, concentration ethnique et sociale, concentration de la misère aussi dans certains quartiers, avec des effets très concrets sur la vie de ces quartiers-là, et donc la suite de l'histoire. Tu as coupé ton micro. On fera un petit blanc. Pardon, désolé. La suite de l'histoire, pour toujours rester sur quelques grandes dates, c'est 80, les rodéos des Minguettes, et plusieurs, 2-3 émeutes qui surviennent dans l'Est lyonnais et qui vont susciter l'émergence de ce qu'on va appeler par la suite la politique de la ville. Il y a 82, il y a 80-82, il y a 90 avec les émeutes de Vaux-en-Velin, du Mas du Taureau, qui vont conduire Mitterrand à annoncer le lancement
vraiment non plus d'opération de développement social des quartiers, le passage à une politique de la ville qui mobiliserait le sommet de l'État. Donc voilà, toutes les années 80-90 qui voient monter en puissance les programmes étatiques, mais aussi la mobilisation des collectivités sur l'animation de la vie sociale dans ces quartiers, sur déjà de premières opérations d'aménagement dans ces quartiers. Et tout au long de la période, années 80, années 90, en dépit de ces politiques, l'approfondissement de la crise socio-urbaine dans un contexte de désindustrialisation, de chômage de masse, de fragmentation de la classe de la classe ouvrière, mais aussi de fragmentation et de fragilisation de toutes les structures d'encadrement qui existaient dans ces quartiers, qu'elles soient le produit des satellites du Parti communiste, de tous les mouvements d'éducation populaire, de tous les mouvements aussi catholiques qui structuraient la vie sociale de ces quartiers. Et voilà, les années 80-90, c'est vraiment un moment de délitement des formes d'organisation sociale de ces quartiers. C'est aussi des moments de dégradation du patrimoine bâti de ces quartiers, parce que bon, comme tout le bâti, que ce soit là ou ailleurs, ça vieillit, et finalement jusqu'au début des années 2000, il y a très peu d'investissements. Et puis la montée du racisme en France qui produit aussi la stigmatisation de ces quartiers qui sont assimilés à des quartiers de minorités. Voilà, ça c'est 80 mouvements un peu tout au long des années 80-90. Et puis, si je devais toujours pointer quelques dates majeures, il y a le lancement du programme national de rénovation urbaine en 2003, qui correspond à un réinvestissement massif par la puissance publique de ces quartiers qui avaient été, dans de nombreux cas, abandonnés, dans lequel il n'y avait eu aucun investissement pendant près de 50 ans. Et donc, un réinvestissement massif, puisque PNRU, c'est près de 50 milliards d'euros d'investissement en cumulé depuis 2003, mais un réinvestissement massif pour démolir ces quartiers, avec l'idée que c'est la transformation de l'urbanisme et des produits logements dans ces quartiers qui va permettre de résoudre des problèmes sociaux. Et voilà, si je devais me contenter de quelques dates, voilà, moi je m'arrêterais là, parce que je dirais que depuis 2003, il s'est passé plein de choses dans les quartiers, mais du point de vue en tout cas des grandes dynamiques nationales et des grandes politiques nationales, voilà, il n'y a pas depuis eu d'évolution majeure. Mais on voit bien comment, en tout cas, il y a aussi cet intérêt-là, cet aspect-là, de un peu décloisonner la vision des quartiers, de les réinscrire, de les réinsérer dans la dynamique plus globale de nos territoires, des politiques nationales, avec finalement un espèce de dialogue entre les circulaires de 71-73 et la création de l'ANRU, sur lequel il y a aussi un regard négatif, une forme de haine aussi, posée sur des formes sur des formes urbaines, et évidemment ce qu'elles signifient derrière, mais tout ça n'est pas sans impact sur ce qui se passe autour. La vie du quartier, comme on dit, elle touche la vie urbaine en général, et finalement elle est liée aussi au développement du périurbain, à des dynamiques de population qui sont beaucoup plus profondes. Alors peut-être pour revenir là-dessus, non, tu voulais ajouter un truc ? Oui, là-dessus, moi je trouve ce que tu viens de dire est extrêmement important, c'est-à-dire que on ne peut pas penser ces quartiers comme des sortes d'isolats en tant que tels. C'est des quartiers dans la ville, et là, on revient à une tension aussi qui a traversé la politique de la ville au fil de son histoire, qui est savoir si on traite les quartiers pour eux-mêmes ou on traite à partir des quartiers le fonctionnement urbain en manière générale. Alors, ça vaut du point de vue des politiques d'aménagement. Mais ça vaut du point de vue de plein de politiques. Si on prend les questions, les questions scolaires, est-ce qu'il s'agit de mettre plus de moyens dans ces quartiers pour ces quartiers, ou d'interroger les mécanismes de fonctionnement du marché scolaire à l'échelle des agglomérations, de tous les points de vue, il me semble que si on veut véritablement penser ces quartiers, penser les problèmes bien réels qui s'y manifestent, on ne peut le faire qu'en s'inscrivant à d'autres échelles. Et réciproquement, si on veut penser des villes ou des agglomérations ou des métropoles plus inclusives, plus solidaires, plus durables, les quartiers sont des
bons points d'appui pour faire des diagnostics et comprendre les mécanismes qui structurent les fonctionnements urbains et à partir desquels on peut essayer de remonter au fonctionnement systémique et conduire des politiques un peu plus pertinentes. Oui, donc des problèmes des quartiers qui sont les symptômes de problèmes beaucoup plus globaux et qui sont finalement un peu le canari dans la mine, de bons capteurs qui permettent de comprendre ce qui va pas aller demain, avec toujours ce biais, c'est cette volonté à un moment de tracer un trait, de trouver un périmètre, et ce qui est aussi le ressort des politiques ségrégatives américaines avec le red line, ce tour au feutre rouge sur certains quartiers qui marquent de façon quasi définitive leur futur. Alors peut-être pour revenir puis atterrir sur cette discussion qui n'est évidemment qu'un début de discussion sur un sujet qui nécessitera d'ailleurs qu'on aille nous-mêmes plus loin dans nos entretiens, voilà, pour avancer là-dessus. Peut-être revenir au bouquin, revenir à. Alors j'ai la sensation, c'est toujours compliqué de dire que ça marche ou ça marche pas, et qu'est-ce que ça veut dire un bouquin dans notre champ qui fonctionne. En tout cas, il génère beaucoup de réactions. Très clairement, il laisse pas indifférent, avec un accueil. Sur un sujet qui peut paraître ardu, avec une forme très spécifique et très particulière, un accueil qui me semble extrêmement chaleureux et qui est peut-être aussi un élément intéressant, une forme de réaction, de témoignage, une source finalement pour le sociologue que tu es, pas inintéressante. Que nous dit finalement des quartiers, de la vision qu'on peut porter, les réactions que tu as aujourd'hui sur l'ouvrage? Alors, moi, je pense que ces réactions qui effectivement sont très positives, j'en suis ravi, assez chaleureuses, renseignent, je pense, en miroir sur le regard ou le discours plutôt qui est porté sur ces quartiers dans la sphère publique, que ce soit dans les discours politiques, médiatiques, etc. On a un discours qui est uniformément sombre et assez stigmatisant sur ces quartiers, des quartiers qui, il faut quand même s'en souvenir, représentent aujourd'hui à peu près 10% un peu plus de 10% de la population française. On a 20% du parc, des ménages français qui résident en HLM. On a la moitié de la population française qui, à un moment donné dans sa vie, a vécu en HLM. Alors, les HLM ne se réduisent pas aux grands ensembles, mais il y a quand même une bonne partie du parc HLM qui est construit sous cette forme. Et donc, on a quand même la moitié de la population française qui entend ces discours, qui sont des discours stigmatisants de quartiers qui ont été leurs quartiers. Des endroits où ils ont vécu, où ils ont grandi, où ils se sont aimés, où leurs enfants sont nés, et ces discours, c'est des discours d'une grande violence pour tout le monde. En tout cas pour ceux pour qui ces quartiers font partie intégrante de leur vie. Et ces cartes permettent d'ouvrir la voie finalement à un autre discours, d'autres représentations des quartiers. Je pense que l'attrait qu'elles peuvent avoir, c'est largement ça, le fait de rendre possible d'autres discours, d'autres représentations de ces quartiers. Et alors moi, du point de vue de mon travail, l'une des vertus de cette réception, l'une des vertus de ces cartes, c'est aussi que ça rend possible. Pour moi, ça rend possible la diffusion de résultats, de travaux, de recherches que je mène ou que des collègues mènent, et qui ont énormément de mal à sortir de la sphère académique, énormément de mal à être entendus dans les médias ou dans le grand public, où on a d'autres cadrages de la question des quartiers d'habitat social. Donc voilà, pour répondre à ta question, je pense que cette réception positive nous renvoie une envie, un besoin d'avoir d'autres discours, d'autres regards sur ces quartiers, et sans doute de pouvoir, ce faisant aussi, ouvrir la voie à d'autres débats et éventuellement d'autres politiques publiques en direction de ces quartiers. Alors ouvrir la voie, peut-être redonner une voix audible, alors peut-être à ces quartiers, surtout ceux qui les vivent ou qui les ont vécus, qui les ont habités, si ça fait avancer en tout cas les choses là-dessus, c'est vraiment intéressant. Je fais un parallèle là-dessus aussi avec toute une
toute une forme de contre-discours aujourd'hui qui apparaît sur le périurbain, avec une forme de vraie lassitude, de ras-le-bol, notamment de gens issus du périurbain par rapport à la qualité de vie qu'on peut y retrouver et finalement une image propagée d'une autre nature, hein, mais aussi négative souvent, en tout cas dans la profession ou dans un certain nombre de champs. Et aujourd'hui, une réaction qui émerge, qui montre déjà qu'on y vit aussi bien, mais surtout qu'il y a beaucoup de diversité, qu'il s'y passe beaucoup de choses, et là comme ailleurs, beaucoup de choses intéressantes. Merci beaucoup, Renaud. Est-ce que avant de se quitter, tu aurais un conseil de lecture pour continuer un petit peu cette première exploration de cette histoire pas si linéaire que ça, des quartiers en France? Alors, il y a plein de conseils de lecture. Il y a un livre que je trouve quand même un très très beau livre sur cette histoire, hein, sur cette histoire de la construction des grands ensembles, qui est un livre de Kenny Kuppers qui s'appelle La banlieue, un projet social, avec comme sous-titre Ambition d'une politique urbaine 1945-1975, qui est publié aux éditions qui a été publié aux éditions Parenthèse en 2018 de mémoire, qui est d'abord c'est un très beau livre parce qu'il y a une iconographie absolument merveilleuse issus des archives des plus grands architectes, mais pas seulement. Et puis il y a un regard que je trouve très intéressant. Alors Kenny Kuppers, je sais pas s'il est américain ou canadien, mais il y a un regard extérieur sur notre histoire, cette histoire urbaine, cette histoire française, qui produit un petit effet de décalage et qui sort de la répétition de plein de travaux d'histoire urbaine. Et puis il y a un parti pris dans cette analyse, alors que je partage que partiellement, mais que je trouve très intéressant, qui est de regarder cette histoire des grands ensembles, non pas simplement comme l'histoire d'une aventure d'architectes et de technocrates, mais une histoire de sociologue. Et il analyse très largement, alors c'est un peu nombriliste de ma part de vous dire de vous faire cette recommandation de lecture, mais c'est extrêmement intéressant parce que ça nous rappelle une chose, hein, on présente souvent la construction de ces quartiers comme une réponse technique et architecturale et un projet architectural pour résoudre des problèmes d'aménagement et de logement, et il nous rappelle que derrière ça, il y avait un vrai projet social, mais un projet social qui a fait l'objet en continu tout au long des 30 années de leur construction, d'interrogation, de réflexion, d'évolution, et que quand on compare la manière dont, alors à la fois l'urbanisme des premiers grands ensembles et des derniers, mais quand on regarde aussi la manière dont on pensait l'articulation entre une forme urbaine et la vie sociale entre 45 en années 75, les choses ont évolué. Et il y a eu une forme de réflexivité permanente dans cette histoire qui est à la fois très courte, 30 ans qui ont transformé la forme l'urbanisme, les paysages de nos territoires, mais 30 ans dans lesquels c'est du temps long aussi, et c'est de la réflexion, c'est de l'évolution, et cet ouvrage nous en rend parfaitement compte. Merci beaucoup, Renaud. On manquera pas de mettre les références complètes dans les commentaires de l'émission, évidemment, de ton bouquin et puis du fil Twitter à suivre. Un jour, une ZUP, une carte postale, évidemment, pour continuer. Je pense que après 8 ans, tu vas pas t'arrêter comme ça. Ouais, j'ai un petit stock pour tenir encore quelques années. Merci pour l'invitation. Merci et à bientôt. Au revoir.